L'Institut Jabotinsky a été fondé il y a plus de 70 ans. Il a pour objectif de favoriser et de diffuser l'héritage de Zeev Jabotinsky et du mouvement national, et d'encourager la recherche universitaire sur ces sujets. Joseph Kister, historien et chercheur à l'Institut, nous fait visiter les lieux et replonger dans l'histoire de l'homme politique. Merci de nous accueillir au musée Jabotinsky. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce musée et quand a-t-il été créé et par qui ? Bienvenue à l'Institut Jabotinsky. Ce musée a été créé en 1931. En décembre 1931, Zeev Jabotinsky, le fondateur du parti révisionniste et chef du Bétar, vivait à Paris. Il a envoyé une lettre à Joseph Pahamoni. Il lui a demandé de rassembler tous les documents et les photos sur l'histoire du Bétar pour la génération future. C'est le début de l'Institut Jabotinsky. Après une biographie exhaustive, je vous propose d'embarquer pour une expérience immersive. Au sein du musée, une pièce abrite une reconstitution d'un bateau d'immigration illégale. L'historien raconte comment Jabotinsky s'est impliqué pour sauver les Juifs de la tempête nazie, notamment grâce à l'immigration clandestine. À présent, nous entrons dans un modèle de navire illégal où se trouvait l'organisation fondée par Jabotinsky en 1935, 4 ans avant que la Deuxième Guerre mondiale n'éclate. Jabotinsky a été le premier dirigeant à comprendre que la menace d'un nouveau conflit à l'échelle internationale était imminente. Et contrairement à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, il savait que tous les Juifs du monde entier, qu'ils vivent en Europe, en Afrique du Sud ou partout ailleurs, courait un grand danger. Ben Gurion vivait à Tel Aviv, mais Jabotinsky, lui, vivait en Europe. Il s'est rendu en Pologne, en Lituanie, en Roumanie, en Lettonie, en Tchécoslovaquie, en France et en Belgique. Jabotinsky se trouvait dans l'œil du cyclone. Mieux que personne, il a senti et vécu l'antisémitisme grandissant en Europe. Les membres du leadership sioniste ne pouvaient percevoir cette atmosphère depuis la Palestine, les États-Unis ou le Canada. L'establishment sioniste avait un accord avec le mandat britannique. Chaque année, le gouvernement de Londres établissait des quotas et fixait le nombre de Juifs qui avaient le droit de venir s'installer en Israël en distribuant des certificats. Et tous les ans, ils nous distribuaient à nous, les organisations sionistes, 6, 7 et 10 000 certificats. La situation n'était pas critique. Jusqu'à la prise de pouvoir d'Hitler en 1933, les Juifs préféraient encore rester vivre en Europe ou bien émigrer aux États-Unis. Mais quand le danger arrive en Allemagne, en France, dans toute l'Europe de l'Ouest, des dizaines de milliers de Juifs tentent de fuir. C'est pourtant à ce moment charnière, lorsque la détresse atteint son apogée, que les Britanniques ferment les portes aux Juifs. Ils publient le 3e livre blanc, établissant notamment les lois et restrictions en matière d'immigration en Palestine mandataire. En l'espace de 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1944, ils n'ont accordé que 15 000 certificats par an. Donc ce sont au total 75 000 Juifs qui ont pu venir. Mais il faut savoir que le nombre de Juifs vivant en Europe était de 12 millions. Donc c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais après cela, le gouvernement du mandat britannique a promis qu'il accorderait son indépendance à la majeure partie du peuple de Palestine. Mais la majorité était arabe. En d'autres termes, le pays allait devenir un État arabe et non pas un État juif. Jabotinsky réagit et décide d'organiser l'Alia illégale, ce que l'agence juive s'est d'abord refusée à faire. Pourquoi l'establishment juif a-t-il refusé de faire des alias illégales ? Parce que si les Britanniques avaient découvert que des milliers de Juifs entraient illégalement en Israël, ils auraient retiré des milliers de certificats à l'agence juive. L'agence juive faisait office de gouvernement des Juifs en Israël jusqu'au jour de la proclamation de l'État. Par exemple, David Ben Gurion était le président de l'agence juive, c'était en quelque sorte le premier ministre avant la création de l'État d'Israël. Jabotinsky est arrivé illégalement en Israël, donc les Britanniques ont repris les certificats à l'agence juive. Donc ils étaient contre les alias illégales. Entre 1935 et 1940, Jabotinsky a permis à plus de 20 000 immigrants illégaux de fuir l'Europe nazie et de rejoindre la Palestine mandataire. Si l'Europe comptait plus de 20 millions de Juifs,
Ce fut malgré tout la plus grande opération de sauvetage. Ils sont arrivés dans 32 bateaux en provenance de Grèce, de Turquie et d'autres pays. Ils ne sont pas arrivés en grande pompe, ils étaient dans des navires de transport de marchandises, pas dans des bateaux qui transportaient des passagers. Ces navires transportaient 3000 immigrants juifs clandestins et la traversée était dangereuse. Ils sont passés au niveau de Sarkaya, une province de Turquie au bord de la mer Noire, pour rejoindre le port de Haïfa en février 1940 avec plus de 2400 passagers clandestins à bord. À cette époque, il y avait 400 000 juifs en Israël et donc ces 2400 nouveaux immigrants représentaient 5% de la population totale. C'est Jabotinsky qui a organisé ces évacuations. Il a toujours été dans l'opposition. Jabotinsky avait saisi l'importance de la menace des années auparavant. Il avait les idées claires et était déterminé. En terre d'Israël, il souhaitait créer un État juif. Ils étaient contre l'idée d'un État juif parce qu'ils avaient échappé aux Arabes et ils avaient échappé aux Britanniques. Et ce n'est qu'en 1942, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, que David Ben Gurion a annoncé, depuis l'hôtel Baltimore de New York, la création d'un État juif. Ce n'est qu'à partir de 1942 qu'ils ont accepté l'idée d'un État juif. L'Alliabet, quelques 30 navires, souvent délabrés, ces hommes, ces femmes et ces enfants venus d'une Europe qui s'assombrissait et qui ont répondu à l'appel de Jabotinsky. Celui qui considérait l'immigration illégale comme le sport national du pays.